Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Salut tout le monde et bienvenue à ce Facebook improvisé, cet épisode improvisé de Bienvenue chez Malo. Très content de vous avoir ici. Je ne vous avais pas envoyé d'invitation à l'avance parce que il y a 10 minutes, je ne savais pas qu'on allait tenir ça, mais j'avais le goût. Il fait gris dehors à Sherbrooke, on a du grisé, de la slotch, on a un peu tout, les gens sont souvent à l'intérieur. J'avais le goût de vous jaser un peu, histoire de savoir finalement comment vous allez, comment s'est passée votre semaine également. Alors, j'espère que vous serez en grand nombre ici. Je ne veux pas parler tout seul, évidemment. Alors, j'ai demandé à 10 minutes d'avis à mon ami Jérémy Parent de se joindre à nous. Je l'admets dans la conversation immédiatement. J'ai le goût qu'il me raconte sa semaine, voir comment ça s'est passé. Alors, on va le recevoir à l'instant. Jérémy Parent, bonjour. Bonjour, Jannick. Comment ça va? Super bien, toi? Ben oui, certainement. On a décidé ça à la dernière minute. J'avais le goût de savoir comment s'est passée ta semaine. Et tabarouette, toute une question. Elle s'est passée. En fait, j'ai réalisé ce matin qu'on était samedi quand les enfants ne se sont pas branchés pour leur cours en ligne. Ça a été fou un peu. Ouais, ben, il y a des débuts d'année comme ça. Il faut savoir que j'ai jamais été quelqu'un qui planifiait à l'avance. Non? Jamais, jamais, jamais. OK. Et ce qui fait que je rebondissais ces événements, puis les journées, ben, des fois, c'est ça. J'avais l'impression de faire 150 000 trucs, mais il n'y a rien qui avançait. Et au mois de décembre, j'ai pris la résolution de m'acheter un agenda, puis de pas juste l'acheter puis de le regarder, mais de remplir des cases dedans. Et c'est la deuxième semaine que je travaille avec des cases horaires affectées à des dossiers. Et c'est hallucinant le sentiment de légèreté. OK, attends un peu parce que c'est drôle que tu me parles de ça. Je voulais te jaser justement de ce sujet-là, de planifier. De comment, parce que là, on a du temps. On l'a dit la semaine dernière avec Patricia, on a du temps. Le danger, moi, ma hantise, c'est de me ramasser fin février, d'avoir rien fait. Et ça, j'ai peur de ça. Parce que le temps, c'est un rouleau de corde. On peut se pendre avec aussi. On peut le maximiser. Là, tu me dis qu'avant ça, toi, tu ne planifiais rien. Là, tu as décidé de planifier les choses. Oui, mais c'est la première année aussi où je dois t'avouer qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de moi et c'est des dossiers qui ne m'appartiennent pas. Je t'explique, tu sais, jusqu'à l'an passé, au printemps dernier, je travaillais chez Bleu Lavande. Alors, j'avais une description de tâches, j'avais des livrables et je les maîtrisais, mais c'était mes livrables. Maintenant, je t'avouerais que ce qui me bouscule beaucoup et positivement, c'est l'accompagnement des auteurs avec lesquels je travaille, puis pour lesquels on a déjà des dates d'ancrer pour des lancements. Et ça, là, ben, ça fait que je ne peux plus perdre une journée, moi, je peux plus perdre une journée dans mes semaines, puis c'est difficile de perdre une heure dans une journée parce que l'heure que je procrastine est une heure que je gaspille pour leur dossier. Oui. Et ça fout le vertige, honnêtement. Ah ouais, hein? Ouais. Alors, tu sais, cette année de front, c'est ça, tu sais, je vais publier 5 auteurs. Il y en a une qui m'a envoyé ses 65 000 mots écrits il y a 2 semaines. 65 000 mots, c'est costaud, honnêtement. Le livre que j'ai écrit en avait 42 000. Je trouvais qu'il y avait là quelque chose, mais à 65, et l'approche qu'on a prise avec cet auteur-là, c'est qu'on y est allé en écriture par thème. On ne voulait pas tout de suite travailler. On avait un fil conducteur pour le livre, mais on voulait surtout s'assurer que ce qu'elle avait en tête se ramasse sur du papier. Alors là, j'ai 65 000 mots rubriqués en 39 thèmes à venir insérer, dégager la structure. Mais ça, tu vois, c'est le dossier le plus achevé. C'est celui qui est le plus avancé. Les deux autres ont commencé. Il y en a un qui a commencé avec Charles Dubois cette semaine. Oh! De l'écriture accompagnée. On a eu notre rencontre de briefing avec Charles et l'auteur pour être sûr qu'il y avait un match au niveau des personnalités.
honnêtement, c'est dur de ne pas bien s'entendre avec Charles. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai fait des matchs de personnalité avec Charles Dubois et plein de monde. Ça n'a jamais avorté, là. Dans le sens où Charles, Charles, c'est Charles. Pour ceux qui ne savent pas, Charles Dubois, c'est un rédacteur, c'est un gars qui, à un moment donné, est allé étudier là-dedans, il retournait à l'université, mais qui est vraiment très fort, mais qui, au-delà de l'aspect académique, c'est un gars qui connecte avec les sentiments des autres. Et c'est ça qui est sa grande force. Il a déjà rédigé pour Jannick Lausier. À un moment donné, il l'a fait pour Vicky Giroir, qui avait de la compagnie Motivable, qui a publié un peu son récit de vie, mais c'est Charles qui l'a écrit. Lynn Tremblay a fait des rencontres, alors sous forme d'entrevue. S'il y a des gens qui veulent raconter leur vie, là, ça peut fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des entrevues où Lynn racontait sa vie, puis une vie ultra remplie. Et après ça, Charles rédigeait, lui envoyait ça, elle lisait, il y a telle chose à corriger, et finalement, ça a donné un super livre. Alors, ça fait ça. Et toi, tu as décidé de l'embarquer dans ton écurie, en fait, dans tes outils, dans ton coffre à outils pour tes auteurs. Oui, parce que ce qu'on veut ultimement pour les autres, là, c'est le meilleur. Hein? Ce qu'on veut, c'est leur offrir la plus belle des démarches. Honnêtement, si j'avais connu Charles lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, j'aurais probablement sauvé une année au complet. Oh! Parce que Charles ne fait pas qu'écouter. Il est capable de rebondir et c'est une personne sensible. Alors, il est capable de détecter dans le non-verbal quand quelqu'un devrait aller plus loin dans l'histoire et qui s'arrête ou qui se freine. Et il a la délicatesse de poser des bonnes questions. Alors, il va te le dire. Alors, mais ça, Jérémy, parle-moi en plus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais savoir? Et là, ça amène un niveau de profondeur. Ah ouais. Alors, l'introspection qu'on se fait par nous-mêmes quand on écrit, bien, Charles est en mesure d'accompagner. Oui, puis il a gagné en expérience, Charles, au cours des dernières années. Il nous fait profiter de ça, pas à peu près. Et bon, tu dis, il nous fait sauver du temps. Il va le faire aussi avec tes clients, probablement. C'est un grand facilitateur, Charles. Alors, ça force les gens à avancer aussi. Oui, mais ça fait partie de mes grands... Très tôt, je me souviens plus qui m'a dit ça, honnêtement. C'est pas ce que tu connais qui te fait toi une personne intelligente, mais qui tu connais. Oui. C'est vrai. Et c'est ça. Et ça, tu l'as tellement compris, la force du réseau. D'ailleurs, le compliment que Charles m'a fait d'entrée de jeu quand on a commencé avec l'auteur pendant le briefing, il me dit: es-tu en train de faire un Jannick Anctil de toi? Là? Je dis, non, il y en a juste un, Jannick. Non, arrête. C'est ça. Mais ça, je l'ai mentionné souvent, ce qui me valorise le plus dans la vie, c'est vraiment quand des gens me disent: hey, tu m'as présenté telle personne, ça clique, ça va bien. Pas besoin de les suivre. Juste de me faire dire ça, je dis: wow, on a fait des matchs. Et Charles Dubois, c'est le meilleur exemple parce qu'avec Isabelle Ducharme, il y a peut-être 5-6 ans, on faisait des mercredis motivants chez Communication Jean Malo. À un moment donné, Charles Dubois décide de venir, je ne me souviens plus trop là, dans quel contexte, puis c'est là qu'il a connu Jannick Lausier et que le match s'est fait sans que je les présente parce qu'il l'a vu là. Je pense qu'elle manifestait le désir d'écrire un livre, puis ça s'est fait naturellement, puis après ça s'est mis à débouler. Mais l'autre chose que tu fais, je sais que toi, tu le fais, c'est qu'à un moment donné, tu tends la perche à des gens, tes appels, ou tu demandes des rencontres, tu le fais. Et moi, quand j'ai acheté Communication Jean Malo en 2009, à un moment donné, ce gars-là appelle, Charles Dubois, j'ai aucune idée c'est qui. Je ne le rappelle pas, il me rappelle, et là, je dis: ah, ben je vais le recevoir. Il m'explique qu'il a suivi le cours avec Jean Malo. Il y a des années de ça. Alors, il est assis en face de moi dans la salle de cours sur Portland, je pense un matin, là, je ne donne pas de cours. Puis, il me dit: écoute, moi, j'ai des rôles de comédien. Il faisait toutes sortes d'affaires, Charles, intéressantes. Il est juste venu se présenter. Et c'est là que j'ai connu ce gars-là, mais qu'après, je l'ai référé. Je disais: ah, Charles Dubois fait telle affaire. Il faisait des animations, entre autres, ce qui, moi, m'intéressait moins parce que j'en avais déjà fait, puis des fois, je ne voulais pas passer de temps là-dessus. Alors, quand les gens m'appelaient, je disais: ah, Charles Dubois pour animer votre événement. Alors, ça ressemblait un peu à ça. Finalement, c'est ça qu'on peut faire quand on vient se présenter. Ou des fois, des gens viennent me voir en disant: hey, moi, je cherche un employé, là, tel profil dans mon entreprise. Et je dis: OK, là, il n'y a rien qui me vient.
Et souvent, 24 heures plus tard, quelqu'un vient me voir et dit « Hey, moi, je me cherche un job. » Et là, je regarde en haut, je dis « Hey, là, les planètes sont alignées parce que c'est exactement ça. » Mais je dis toujours aux gens, là, j'ai aucune idée. Dans 24 à 48 heures, il va peut-être arriver quelqu'un qui va chercher. Vous êtes pas trouvé. Et quand ça passe par chez Malo, tant mieux. Je suis vraiment content de ça. Moi, ça me valorise énormément. Tu sais, toi, tu as un grand cercle également. Tu connais des gens que je ne connais pas ou je les connais de nom, mais toi, tu les connais personnellement. Mais à un moment donné, la force du nombre fait que on est à 5 personnes de connaître tout le monde sur la planète. Moi, je crois énormément à ce genre de choses-là. Alors, pourquoi pas? T'sais? Bien, ça, là, j'y crois aussi, là, et j'ai hâte de le confirmer parce que là, j'en cherchais une personne, tu sais, et je Hey, ne suis pas oui! capable de tomber dessus, Non! tabarouette. OK, je la montre. Dis-le pas, je la mets. Jérémy veut être en contact avec cette personne-là. OK? Peut-être qu'elle ne vous dit rien. Là, c'est une photo qui est quand même assez actuelle. Je vous en montre une autre. OK? Là, vous la voyez. Jérémy cherche cette personne-là. Là, tout le monde vient d'allumer. C'est Marie-Équelle, c'est Passe-Partout, première génération, parce que maintenant, Passe-Partout, c'est reparti. Ils sont même en train de tourner de nouveaux épisodes. Alors, nous, on a vu notre génération 60 fois chaque épisode. On les sait par cœur. C'est hallucinant. Jérémy, tu cherches Marie-Équelle. Dis-moi Ouais. pourquoi. Parce que j'ai écrit un livre, La petite étoile et le phare endormi, qui est un conte pour les petits comme pour les grands. Et il y a des trucs qu'on fait dans la vie qui, on s'en rend pas compte tout de suite, mais ils sont plus grands que nous. Et on a une responsabilité d'aller beaucoup plus loin que là où on a l'impression qu'on devrait. Et La petite étoile et le phare endormi, je l'avais initialement écrit pour les enfants. C'est devenu quelque chose pour les plus grands aussi. Plusieurs parents l'ont acheté, l'ont lu, ont été touchés. Maintenant, une histoire aujourd'hui, peu de parents prennent le temps de le faire. Et je trouvais important d'offrir une voix différente à La petite étoile. Alors, tu vois, j'en ai fait une version audio-vidéo que j'ai fait maison, dont j'ai fait la narration, un petit montage. Mais j'aimerais qu'à terme, les gens puissent, lorsqu'ils achètent La petite étoile et le phare endormi, puissent du même coup avoir évidemment ma version audio-vidéo, puissent avoir, dans un tout autre ordre d'idée, une version signée en langage des signes pour les enfants sourds et malentendants. Je travaille avec quelqu'un qui va me faire une proposition pour le tourner, mais avec une voix narrée de grand-papa. Une belle grosse voix, une voix réconfortante. Je veux que cette histoire-là, en fonction de la personne qui la raconte, aille chercher une perspective et un univers tout à fait différent. Et Marie-Équelle, pour moi, est quelqu'un qui a bercé mon enfance. Dans une entrevue, elle disait que Passe-Partout, à l'époque, l'émission était venue pour donner un câlin aux enfants à la maison qui n'avaient pas cette chance-là d'avoir un contact privilégié. Le personnage de Passe-Partout dans l'émission était celui sur l'intériorité, celui sur la confiance, celui qui emmenait les gens à se développer dans leur identité. Et ça, c'est le message de La petite étoile. Alors, je veux absolument entrer en contact avec Marie pour qu'elle puisse faire une version audio de La petite étoile et le phare endormi. OK. Ah, c'est bien. Écoute, tu peux pas avoir plus représentatif que ça. Je trouve que c'est un bon flash. Tu m'aurais dit, je cherche Claire Pimparé. Elle est assez facile à trouver parce qu'elle a écrit des livres. Tu peux passer par l'éditeur. Je pense qu'elle est chez Un Monde différent. Tu sais, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses après. Tu sais. Marie-Équelle a fait moins de choses. Là. Elle a joué dans certains téléromans. Elle a eu des petits rôles. Je pense qu'elle en aurait pris plus, probablement. Mais en tout cas, c'est intéressant. Là, je viens de me rendre compte que notre Facebook Live, depuis le début, n'était pas public, alors que depuis 15 ans, toutes mes publications sont publiques. Là, c'était le petit cadenas. Je viens de vérifier, c'est pour ça que j'avais l'air distrait. Là, c'est public. Je vais écrire que tu cherches Marie-Équelle. Et une voix de grand-père, as-tu... moi, ça, je prends ça en note parce que tu sais que j'en entends des voix dans une année chez moi. Ah, ben oui. Tu sais, honnêtement, si à terme, là, la personne qui achète les petites étoiles, La petite étoile et le phare endormi, je lui donne accès à un catalogue de 10 voix. Moi, plus il y en aura, mieux ce sera. Là. Je veux que l'enfant, qui souvent est trop remis à lui-même, soit capable d'aller chercher lui-même l'audio et d'écouter l'histoire. Il faut être imaginatif aujourd'hui. On ne peut pas juste écrire un livre pour écrire un livre. Puis quand on a le goût de porter puis faire découvrir un univers, il faut se donner les moyens.
Là où Ouais. Marie-Équelle, c'est un défi, honnêtement, c'est que nulle part, actuellement, sur Google, je suis tombé sur le lien direct. Sa fiche de l'Union des artistes est vierge. On n'y trouve rien. C'est surprenant, ça. C'est bizarre. Écoute, honnêtement, c'est probablement une des recherches les plus difficiles. Et là, honnêtement, pour te dire le chemin que j'ai parcouru, j'ai fait un appel à tous dans mon groupe d'écriture et sur ma page du Gardien de Phare. Il y a un membre qui m'a envoyé une impression d'écran, un print screen, d'une auteure, Caroline Dawson, qui a écrit un livre l'an passé dans lequel il y a un extrait sur Marie-Équelle. Et sur sa page Facebook, Caroline Dawson disait, ça c'était le 30 décembre, 30-31 décembre, elle disait « Oh wow, revenir à la maison et avoir un message de Marie-Équelle sur mon répondeur, ça n'a juste pas de bon sens. » Alors, quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller écrire à Caroline Dawson. On n'est pas amis, elle et moi, sur Facebook. OK. Alors, évidemment, ça s'en va dans filière 13 au niveau de Messenger. Ouais. Dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'elle était non seulement un auteur, mais qu'elle était professeure en sociologie au Cégep Édouard-Montpetit. Alors, je suis tombé sur son courriel et je lui ai envoyé cette semaine. Je n'ai pas de retour. La semaine prochaine, je vais l'appeler. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il vient un moment donné, quand on cherche quelque chose, dont on a l'impression d'harceler. Tu sais, il y a une mince ligne où on se dit, mais tu sais quoi, si on ne la franchit pas, cette mince ligne-là, jamais on va trouver. Non, ça c'est vrai. Alors, Caroline est une piste. Maintenant, je suis tombé sur des organismes qui avaient engagé Marie-Équelle en 2017, 2018, 2019 pour des ateliers sur la créativité parce qu'elle a étudié et qu'elle a fait ça par la suite. Je n'ai pas eu de retour encore. OK. Je peux pas croire. Et tu sais, quand tu disais tout à l'heure, Claire Pimparé, c'est plus facile de la trouver. Là où je disais, il ne faut pas avoir peur, là où je me mets un frein, honnêtement, c'est que je me sentirais gêné de contacter Claire pour lui demander les coordonnées de Marie. Bien, tu ne serais pas le premier, je pense, à la contacter pour ça. Si Marie-Équelle est si peu présente, mon Dieu, il y a peut-être un chalet dans le bois, pas de signal Internet. On peut s'imaginer ça. Il y a quelques années, ils ont beaucoup tourné tous les trois quand ils ont ressorti les coffrets de Passe-Partout là, avec, voyons, j'ai Jacques Lheureux, le trio. Ouais. Et alors, ils sont certainement rejoignants. Jacques Lheureux l'est, là, mais Claire Pimparé, c'est une fille hyper accessible, qui aime les gens. Alors, peut-être que ça serait une piste. Tu sais, passer par l'éditeur, essayer de voir, parce que, mon Dieu, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle aimerait beaucoup l'idée de pouvoir participer à ce genre de choses-là. Oui, c'est toujours la peur de faire de la peine à l'autre. En fait, j'aurais l'impression de passer par quelqu'un. Puis... Non, mais ça, c'est très personnel. Là, ouais. On a tous nos petites bébites, tu sais. Non, alors, c'est sûr, je comprends très bien. Non, je comprends. Alors ça a été mon gros défi de cette semaine. Et c'est celui qui va m'habiter parce que j'ai énormément partagé sur les médias sociaux cette semaine sur la page du Gardien de Phare. Je suis rendu à ma capsule 67. Je tourne une capsule par jour du lundi au vendredi, des petites capsules de 4-5 minutes. Hyper challengeant parce qu'il vient un moment donné où on se dit « je vais parler de quoi ». Bon, là, ça va bien. Le début d'année, emmener le bilan, emmener la rétrospective. Alors là, on est beaucoup là-dessus. La semaine prochaine, on tombe sur autre chose, mais systématiquement, je me mets en danger devant les gens. Qu'il y ait 100 personnes qui voient la vidéo ou qu'il y en ait 5000, ça n'a pas d'impact. Du moment où il y en a une personne qui l'a vu, je sais que j'ai une obligation d'aller plus loin. Oui, c'est vrai. Et je trouve de toute façon que tu fais bien de le faire parce qu'il y a un principe à un moment donné, c'est que on peut avoir des idées, on peut avoir des rêves, mais il faut passer à l'action. Et toi, tu le fais bien, ça. Et pourquoi on ne passe pas à l'action souvent, c'est qu'on voudrait tellement que ça soit parfait. Et finalement, là, moi, je reviens toujours avec cet exemple-là parce que je suis un fan de BD. Heureusement que Goscinny et Uderzo n'ont pas attendu d'avoir le trait parfait pour sortir Astérix le Gaulois parce qu'ils n'en auraient pas vendu un album, alors que là, il y a des dizaines d'albums, millions d'albums vendus partout dans le monde. Ça se poursuit, ils sont morts, ça se poursuit encore. Mais quand on regarde Astérix le Gaulois, dessin pas terrible comparé au, mettons, à Le Grand Fossé qui a été fait 20 ans plus tard, là, je dis n'importe quoi, mais c'est ça pareil. Alors, ils ont commencé et c'est parce que c'était so-so au début que c'est devenu bon, mais il fallait commencer. Il fallait commencer quelque part. Puis j'ai acheté de nouveau Lucky Luke.
Et Morris est décédé, j'ai acheté le nouveau Lucky Luke qui a été repris par des dessinateurs scénaristes. Bon, ben, les premiers albums, pas terrible, là. Il est pas beau tout de suite, Lucky Luke, mais là, aujourd'hui, c'est un très fin. Il n'y a plus de cigarettes dans la bouche, il y a un brin de foin. Bon, c'est un album, j'en ai parlé avec Sonia Patnaud dans un midi-livre où on va revoir un peu l'après-guerre de sécession. On éduque les gens. Tu sais, à l'époque, bon, Black Lives Matter, qui est encore très d'actualité. Bon, ben là, on voit Lucky Luke qui arrive dans un État où il y avait l'esclavage il n'y a pas si longtemps, puis il est renversé de voir à quel point comment on traite les Noirs. Mais tu sais, pour avoir ça aujourd'hui, en 2020, il a fallu commencer quelque part dans les années 50 et que ça soit pas terrible comme trait. Tu sais, Jolly Jumper n'avait pas nécessairement l'air d'un cheval, tu sais. Tu vois, moi, c'est Tintin que j'ai revisité dernièrement. Et on est complètement dans un autre univers. Mais c'est des œuvres qui vieillissent et qui... Tu sais, quand je te dis c'est plus grand que, ben c'est ça, tu le dis, c'est des œuvres qui survivent à leur créateur. Oui, vraiment. Bien, la seule chose que je reproche à Tintin, à la succession de Tintin d'Hergé, c'est qu'eux autres n'ont pas accepté que d'autres dessinateurs les reprennent. Ce qui n'a pas été le cas de Lucky Luke, d'Astérix. Alors que, wow, c'est pas gênant, là, les gars. Je sens cet immense respect qu'ils ont pour les créateurs d'origine. C'est des BDistes, des scénaristes qui ont tripé, comme nous autres, étant jeunes, sur ces bandes dessinées-là. Ils ne veulent pas les massacrer, ils veulent juste leur faire traverser une époque. T'sais. Alors moi, je trouve qu'à un moment donné, oui, ça t'appartient, mais non, ça ne t'appartient plus. Ça appartient aux gens. Oui. Mais ça, tu vois, la BD franco-belge dont tu parles là a ce respect de l'histoire, alors que quand on va dans la bande dessinée américaine, écoute, les super-héros, là, on les a vus formés, déformés, les origines ont été redessinées. C'est une toute autre culture. Oui, puis là, des fois, dans leur cas, on va à l'autre extrême où je trouve qu'on presse le citron. Là, je comprends qu'à un moment donné, ça a été racheté. Là, je pense que c'est Disney qui a racheté Marvel. Puis là, on dirait qu'on veut, hey, on fait des séries, on fait des. Et là, c'est un peu le danger de trop presser le citron. Là, on n'a plus de cinéma, mais à un moment donné, il y avait plein de films de super-héros. Écoute, la cour est pleine, mais c'est intéressant. Il a fallu que quelqu'un commence à un moment donné, puis il ne s'est pas dit, je vais attendre d'avoir le trait parfait, d'avoir l'histoire parfaite. Hey, go, on se lance. C'est un peu ce que tu fais avec tes capsules. Il y a des gens qui te suivent. Il y a des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux et tu vois, ça m'amène à un autre sujet parce qu'on suit des gens comme toi, on en suit d'autres, il y a des gens qui nous plaisent et je sens, je ne sais pas si toi tu sens ça sur les réseaux sociaux présentement, ce désir qu'ont les gens de voir des choses positives actuellement. On a, tu sais, M. Trump a été banni de Twitter, des principales plateformes, qui était probablement le plus grand donneur de cancer de l'histoire sur les réseaux sociaux. Et on dirait qu'après avoir flushé lui, il y a comme un désir de dire « Hey, on n'en veut plus de cette boîte-là, mais on veut autre chose. » Et c'est là qu'entrent en scène des gens comme toi, des gens, des Jérémy Demé de ce monde aussi, qui sont drôles, qui veulent juste divertir. Puis je pense qu'on a comme besoin de ça. Mais ça devient, tu sais, là où au début, je le faisais avec beaucoup de naïveté. Tu sais, je réécoutais il n'y a pas longtemps mes premières capsules. Tu sais, j'avais jamais fait de capsule vidéo de ma vie avant mon premier live que j'ai fait au mois de mars l'an passé. Parce que pour moi, la caméra, c'était pas ça. Tu sais. Et là, les gens qui nous regardent, tu sais, vous êtes dans votre salon, dans votre cuisine, dans le sous-sol, peu importe. Tu sais, moi, je suis dans mon bureau face à la fenêtre pour m'assurer que la lumière soit quand même pas pire. Alentour de moi, c'est le bordel total. Alors, c'est loin d'être ce que c'est quand on monte sur une scène. Tu sais, Yannick m'a avisé une dizaine de minutes à l'avance, me demandait si ça me tentait. Bon, mais là, je m'en allais dans la douche. Là, je me suis mis un T-shirt, une autre chemise, puis en fait, un autre petit polo, puis je me suis mis une casquette parce que c'est ça. Mais alors, tout ça, c'est tellement différent de ce que je faisais avant, c'est-à-dire monter sur une scène, le décorum, la musique, le build-up. Alors, quand j'ai fait mon premier live l'an passé, puis je me demandais donc si le monde m'écoutait, si le son était correct, si la lumière était bonne, puis ce stress-là, honnêtement, je le laisse aller maintenant. Tu sais, la lumière est correcte, elle ne l'est pas. À un moment donné, ça va au-delà de ça. Et le confinement a amené tellement de gens à essayer des choses, et c'est correct, qu'on se rend compte que c'est ça. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait.
là où je m'en allais, par contre, c'est que ça vient avec, tu disais, est-ce que tu sens ce besoin-là que les gens voient que du positif? C'est évident. Mais quand on prend la caméra comme je le fais 5 jours semaine, je ne peux pas non plus faire comme si la vie, c'était juste des arcs-en-ciel et des licornes. Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça. Les gens veulent, ils veulent du positif, mais honnêtement, ce qu'ils recherchent, là, c'est de l'authenticité. Oui. Ils en ont assez des photos stagées, des discours rehaussés, des histoires qui, quand tu fermes la caméra, ben, tu as l'air de quelque chose qui ne va pas pantoute dans la vie, alors qu'à la caméra, tu as l'air de la personne la plus heureuse. Ils veulent que ce soit vrai. Oui, les gens en ont soupé de l'artifice. Oui, je comprends. Tu as raison. C'est merveilleux, ça. Et c'est ce qui fait du bien. Et c'est dans l'authenticité, en toute honnêteté, que, quant à moi, réside la beauté que les gens recherchent. Parce que c'est pas vrai que quand tu regardes une photo ou tu écoutes la vidéo de la personne qui a les dents super blanches, la peau incroyable, les cheveux bien placés, que toi, chez vous, ça te fait sentir bien. Au contraire, l'humain se compare et on se dit « Ah, fuck que j'ai pas l'air de ça. » Ouais, non, je comprends. Tu vois, dans la lignée un peu de ce que tu fais, mais une fille qui est hyper drôle, que je connais pas, qui n'est pas dans mes amis Facebook, elle s'appelle, cette fille-là, Nancy Foster. Et Nancy Foster, elle enregistre des petites vidéos, elle peut parler de sexe, elle peut parler de ses ados, elle parle de plein de choses, puis c'est une fille qui est dans la région du Saguenay. Alors moi, j'adore cet accent-là, j'adore cette fille-là sans prétention qui enregistre plein de vidéos. Et hier, je suis tombé par hasard parce qu'avec le couvre-feu, je suis obligé de quitter le bureau plus de bonne heure. Hein. Moi, ça a été pas facile cette semaine. Alors moi, je fasse d'autres choses. Donc là, je suis dans ma chambre, je regarde Nancy Foster qui fait une vidéo qui dit après une centaine de chroniques, je m'absente pour un petit bout de temps. J'écoute sa vidéo, puis elle dit « Ah là, moi là, ça vient me chercher. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui viennent. Puis c'est toujours drôle, ces vidéos. Elle a fait ça pour divertir les gens. Et elle dit, là, il y a des gens qui se pognent sur mon mur. T'as d'un bord les moutons les conspirationnistes. Et elle dénonce un peu ces appellations-là. Mais elle dit, là, ça se traite de conspirationnistes, de moutons, etc. Elle dit, ah, moi, je suis épuisée. J'en peux plus de ça. Et là, je réfléchissais à ça. Puis ce matin, je lui ai écrit. Je dis, écoutez, Mme Foster, on ne se connaît pas. Mais il y a tellement de gens dans la vie qui ne trouvent pas leur mission de vie, leur rôle de vie. Le vôtre, puis je lisais les commentaires sur sa vidéo. Elle disait « Ah, c'est plate, mon Dieu, tu nous faisais rire, tu nous divertissais, c'était le fun. » Ça faisait changement. Puis je disais, il y a tellement de gens qui ne trouvent pas leur rôle de vie que vous l'avez trouvé le vôtre. Et moi, je trouve qu'on doit y aller à fond là-dedans. Si vous êtes fatigué, dites-le, c'est correct. Mais je dis, allez vous reposer, mais revenez parce que la façon de prendre le dessus sur les gens toxiques, c'est avec des gens comme vous qui publient des choses positives. Puis à un moment donné, les gens toxiques vont avoir moins de place. Et plus on va suivre des gens comme, mettons, toi, Jérémy, comme elle, Nancy Foster, bien, plus le nombre de minutes qu'on passe à regarder des gens comme vous, on ne les passe pas à regarder des publications toxiques. Puis à un moment donné, c'est les gens qui décident de ce qu'on fait des réseaux sociaux. Puis moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça cette semaine parce que dans le dernier épisode de Bienvenue chez Malo qu'on a fait avec Patricia Desorciers et toi, tu as dit quelque chose avec lequel je suis à 100% d'accord, c'est que, hey, ton mur Facebook, c'est chez vous. Si tu n'inviterais pas des gens chez vous, si tu n'as pas le goût d'aller prendre un café avec quelqu'un, pourquoi tu l'endures sur les réseaux sociaux? Et c'est totalement vrai. Puis je lisais ce matin un texte de Boucard Diouf qui disait un peu ce genre de choses-là parce qu'il parlait des incidents du Capitole, puis il disait, à un moment donné, là, les gros joueurs comme Facebook ont une responsabilité parce qu'il dit, moi, si j'invite plein de gens dans mon bungalow pour organiser une manif armée, je vais être tenu responsable de ça. T'sais. Et à un moment donné, les gros vont être tenus responsables de ça. Mais moi, je réfléchissais et je disais, Facebook, là, notre mur Facebook, c'est comme si on avait un condo dans un immeuble. Dans les autres condos, qui les gens invitent, ça leur appartient. On va peut-être les croiser dans le corridor, ces gens-là qu'on n'aime pas. Mais chez nous, notre mur Facebook, c'est chez nous. On peut supprimer des gens, les bloquer et on peut en inviter d'autres qui ont l'air plus positifs. Ce que moi, j'ai fait à plein depuis 2 ans, là, plus de 1000 personnes que j'ai remplacées. Et des fois, je cliquais, les gens disaient « Pourquoi tu me fais une demande d'amitié? » Je lisais votre mur, ça a l'air positif. Vous avez l'air à vouloir avancer dans la vie. Moi, ça me rejoint plus. Et
Vraiment, ça change complètement. Puis à l'inverse, quand des gens me disent « Écoute, tu m'as supprimé, je peux te savoir pourquoi? » Oui, 100% de tes publications étaient négatives. Moi, je ne veux pas me servir de Facebook pour chialer. Je ne veux pas me servir des réseaux sociaux pour ça. Alors, toi, si tu veux t'en servir pour ça, parfait. Moi, chez nous, je ne veux pas que ça ressemble à ça. Tu sais. Et il faut qu'on le fasse de cette façon-là, je pense. Oui. Tu sais, il y a la version, comme tu dis, il y a la version pure et dure, c'est-à-dire qu'on retire la personne. Ouais. Cette semaine, j'ai passé honnêtement 2 heures, non pas à retirer des gens, mais à masquer pour une période de 30 jours des gens. Parce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont des gens de valeur, des gens pour lesquels j'ai de l'estime. Mais c'est contextuel aussi ce qui se passe. Hein? Puis on a toute notre façon de le vivre. Alors, je me suis dit que pour certaines personnes, je me donnais un break d'une trentaine de jours. Et si là, dans 30 jours, je reviens et que le ton est le même, bien là, honnêtement, je vais juste faire le ménage final. Mais j'aime laisser la chance aussi aux coureurs des fois. Très sage. Et il faut accepter qu'actuellement, il y a une situation où ça amplifie, ça fait ressortir le caractère. Moi, j'ai vécu quelque chose cette semaine. Une fille qui a suivi ma formation il y a peut-être 10 ans. Je n'étais même pas sur Bertrand-Fabier, j'étais sur Portland. Et là, son nom est ressorti parce qu'elle a fait partie d'un comité de sécurité publique à Sherbrooke. On s'est rendu compte que c'était une conspirationniste. Et là, TVA a sorti son nom. Je savais très bien que c'était la fille qui avait suivi mon cours parce que j'ai dû prendre la décision maintenant de l'enlever. C'était 8 publications par jour à propos du régime nazi du Québec qui nous force à porter un masque. Là, tu vois le genre, là, on est dans l'extrême. Ouais. Et tu dis, cette fille-là, belle, souriante, un soleil qui illuminait, et là, c'est devenu un nuage gris. On peut tendre une perche à quelqu'un pour la sortir de l'eau, mais on ne peut pas se noyer avec elle. Tu sais, à un moment donné, c'est une question de survie. Il faut penser aux gens qui nous suivent également. Tu sais, tu es un gars qui rayonne. Je pense que moi aussi, d'ailleurs, je veux saluer les gens. Alain Pouliot, toujours belle fun à t'entendre, mon Jannick, lâche pas. Benoît Gosselin, il faut se focaliser sur le positif. Maudit que c'est vrai. Bravo, Jannick, belle vision. Sonia, ma graphiste, Sonia Lapointe. Alors, c'est toujours le fun de voir et d'entendre des hommes vrais comme vous. Garde, on attire ces gens-là. On a du fun, les gens nous suivent, c'est ça. Et il faut espérer que des gens, à un moment donné, vont revenir à de meilleurs sentiments. Moi, je me suis intéressé beaucoup au phénomène du conspirationnisme pour comprendre ça. Ouais. Et à un moment donné, à la fin des crises, tu as une partie des gens qui reviennent, qui se disent, et je voyais dans une entrevue à Deux filles le matin, un gars qui disait, moi, pendant 8 ans, je ne faisais que ça. J'adhérais à des théories. Le 11 septembre a été créé de toutes pièces, etc. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte du ridicule de la chose. Il faut espérer que les gens vont revenir. Puis, à ce moment-là, bon, on les accueille, puis c'est bien correct comme ça, mais on ne peut pas se laisser contaminer. T'sais. On ne peut pas renoncer à ce qu'on est en disant « Ah, moi, c'est trop toxique. » Ben oui, mais faites du ménage. Laissez-la pas rentrer chez vous, ces gens-là, puis vous allez vous porter mieux. T'sais. Mais c'est juste venu exacerber, hein, c'est juste venu grossir quelque chose. Là. Les gens, quand le vide existe, il se remplit, on le sait. Là. Alors, s'il te manque déjà quelque chose dans ta vie, si déjà il y a une faiblesse, si déjà ça fait juste... Ouais. J'ai oublié le nom du journaliste de la Tribune, celui qui a une barbiche, c'est un nouveau. Il a une plume. Jeune. Un jeune. Michael, qui a écrit cette semaine sur... l'humoriste Lacroix et ses excuses. Julien Lacroix. Oui. Et pour avoir vécu dans un milieu, en toute honnêteté, où plusieurs personnes avaient des problèmes d'alcool et se cachaient derrière les problèmes d'alcool, quand j'ai lu Michael cette semaine qui disait on peut pas, un individu ne peut pas, au nom de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, tout mettre ses méfaits ou les gestes qu'il a commis en se disant j'ai été victime, je n'étais pas dans mon état. Ce que Michael disait, c'est demain matin, il y a une bonne personne gentille, joviale, qui prend un verre, qui en prend 2, qui en prend 3, qui en prend trop. Ne deviens pas, et son expression était un trou de cul. Il faut qu'à la base, honnêtement, tu ne sois pas dans des super conditions et que l'alcool, à ce moment-là, fasse tomber les masques et que tu te manifestes davantage dans ce qu'il n'y a pas de plus beau dans ta vie. Là. Ça fait ressortir des traits de caractère, peut-être aussi. Vraiment. C'est en plein ça. Alors, il y a des situations comme celle-là qui vont faire en sorte qu'il y a des gens qui déjà sont porteurs de nuages gris, qui là se voient juste offrir ça sur un plateau d'argent parce que
Ouais. Tout est là, tout est prétexte à ce que les gens se posent des questions, se requestionnent. Et ce qui m'énerve un tantinet, c'est que des gens vont se questionner sur ce qui se passe alentour, vont s'en remettre à ce que les médias leur envoient comme information, mais jamais, ou très rarement, ils vont se questionner sur, et ça revient à ce qu'on disait, sur eux, sur ce qui permettent aux gens d'eux, c'est ce qui permettent d'avoir dans leur vie. En fait, cette place-là que l'actualité prend dans ta vie, c'est la place que tu lui laisses. Si tu regardes tout le temps la télé, si tu écoutes toujours la radio, il y a tellement de bons livres qui ont été écrits, tabarouette. Oui, puis on en fait la promotion ici. Presque à chaque semaine, on fait des chroniques là-dessus sur des livres, croissance personnelle, des biographies, quelque chose de positif. Puis je disais, on parlait de Lucky Luke, là. Il avait le goût de changer les idées. Lisez de la bande dessinée. Moi, j'ai 200 collections de lus. Ça permet de décrocher. Parce que là, tu es ailleurs. Tu es au Far West, tu es avec les tuniques bleues, tu es avec peu importe. Puis c'est sûr que tu décroches. Je salue Benoît qui nous dit « Bonne journée, messieurs. Je vais reprendre votre discussion plus tard. » Ben oui, vous pouvez le faire. On va le mettre sur YouTube. Ça demeure sur ma page. Il va être sur Spotify, sur le site de Balado Québec. Pour ceux qui veulent une trame de fond à un moment donné pendant qu'ils travaillent, c'est moins distrayant. Faites ça. Tu as tellement raison sur on peut choisir parce qu'il y a plein de bons contenus. On peut choisir ce contenu-là. On peut choisir d'écouter des comédies plutôt que des drames. Moi, je suis un fan des documentaires, mettons, sur la mafia. Très conscient que je n'écouterai pas ça avant d'aller me coucher. Là, on peut plus écouter du Alexandra Strelitzky, qui est une musique de fond qui est pas mal plus relax. On peut faire ces choix-là. Tu disais... tu parlais d'alcoolisme, de toxicomanie. Moi, je veux faire un peu de pouce là-dessus pour m'adresser aux gens qui ont l'impression d'avoir tellement de monde toxique autour. Et ça, c'est un commentaire qui m'est venu sur mon mur en disant « J'ai des conspirationnistes dans mon entourage. Mon Dieu, ils ont tellement d'argumentaires, ils ont tellement... je ne sais plus quoi faire. Faites rien. » À un moment donné, changez de sujet. Si vous voyez que ce n'est pas possible, vient un temps où il faut juste passer plus de temps avec d'autres relations. Et là où je veux en venir sur l'alcoolisme, la toxicomanie. J'ai quelqu'un dans mon proche entourage, il y a quelques années, qui avait de gros problèmes de toxicomanie. Et il s'en est sorti, c'est devenu un citoyen exemplaire. Premièrement, il a décidé de changer. Deuxièmement, comment il a changé? C'est qu'il a réalisé que ceux avec qui il se tenait, il ne pourrait plus jamais les voir parce que c'était des fréquentations de consommation. Alors, tes chums de potes, tes chums de brosse, tes chums de consommation de drogue, si tu restes avec eux, tu t'en sortiras pas. Et c'est la même chose dans la situation actuelle, c'est que si vous êtes entouré de gens qui sont toxiques, comment vous voulez vous en sortir? C'est parce que ça vous rentre dans la tête. À un moment donné, c'est que ça. Vous devez fréquenter d'autres types de personnes. Et, tu sais, il y a une espèce de dicton qui dit, bon, ben on ressemble aux 5 personnes qui sont autour de nous. Je pense que c'est peut-être toi qui m'avais déjà dit ça. Puis je l'ai lu souvent aussi. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça la situation. Si tu te tiens avec des gens positifs, tu n'auras pas le choix à un moment donné de popper vers le haut. Tiens-toi avec des gens qui vont te tirer vers le haut. Pas le contraire. Puis même si des fois, ça fait mal au cœur parce que ça peut être un de vos frères, une de vos sœurs, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais dit, écoute, je ne suis plus capable parce qu'elle ne parle que de ça, elle ne parle que de choses toxiques. Vous ne pourrez pas vous en sortir en fréquentant que des gens comme ça. C'est facile, ouais. Puis vous ne pouvez pas les sauver non plus s'ils ne veulent pas eux-mêmes. Parce que présentement, on est dans une situation où pour ces gens-là, le problème, c'est la majorité. C'est eux qui sont dans l'erreur, c'est eux qui n'ont pas compris, c'est eux qui n'ont pas raison. Mon Dieu, tenez-vous, il y a tellement de monde dans le monde. Là. Vous pouvez vous tenir avec des gens qui veulent avancer, qui voient le verre à moitié plein. Et il ne s'agit pas d'être des jovialistes puis qui ne sont jamais fatigués, qui ne sont jamais découragés. C'est pas ça. On l'est, là, nous autres aussi. Là. Il y a des fois où... Tu sais, tantôt, tu t'avais dit, il me semble que j'avais un down. J'ai dit, bon, on va bien faire un live. Tu sais, ma conjointe dit, mon Dieu, fais-en donc. Tu as toujours une opinion sur tout. Je vois, mais j'ai ça parler tout seul. Ben, oui, mais il y en a d'autres, là, moi. Mais alors, Jérémy Parent est à la rescousse pour. Mais là, je me demandais, quand tu écoute, tu m'envoies un message en me disant, est-ce que tu es chez toi? Ben oui, chez moi. Puis là, je me demandais, bon, faut-tu que je me change? Vas-tu passer? Veux-tu qu'on aille marcher? Qu'est-ce qui On n'a pas le droit.
Ben non, et là, quand tu m'as dit ça, tu m'as dit, ben, la caméra, je sais que je garde mon bas de pyjama, puis tout va bien. Oui, mais tu sais, ce que tu dis, c'est que oui, mais c'est un très, très, très gros défi. Tu sais, Ouais. c'est facile de l'affirmer, surtout qu'on est en confinement. Alors, il y a des gens avec lesquels on est pris Ah! des fois, là. Et mon Écoute, Dieu, oui. tabarouette, on a beau vouloir, là. Oui. Alors, tu sais, le défi, c'est peut-être, honnêtement, c'est d'y aller une journée à la fois, une semaine à la fois, tu sais, en commençant comme je l'ai fait, en masquer des gens. Il faut goûter à autre chose. Si on est Ouais. toujours. Hey, ça va aussi loin là, que. C'est un exemple hyper boboche, mais mon garçon joue énormément à des jeux vidéo ces temps-ci, dont un qui est un jeu de course. OK. C'est des petits tournois où ils sont à 3 contre 3. Et bon, il y a un karma malchanceux, mais lui, quand il se rend loin dans des tournois, il y a toujours un des 3 joueurs de son équipe qui lâche. Tu sais. Et là, il se ramasse en infériorité à 2 contre 3. Puis là, hier, j'étais dans sa chambre, puis je le regardais jouer. Et là, du moment où ils sont tombés en infériorité, ça a commencé. Ah ben là, on va perdre, c'est sûr. Pourquoi ça m'arrive tout le temps, moi, ces affaires-là? Puis tabarouette, puis là, il y a des gros mots qui commencent à sortir, puis je le laisse aller une fois, 2 fois, 3 fois, puis à un moment donné, j'ai dit, mais tu peux-tu arrêter de chialer, c'est un ciboulot? Ah! Ton objectif, il est où actuellement? Tu le sais que vous êtes à 2 contre 3 et tu sais à 95 que ce jeu-là est tellement difficile à jouer en infériorité que tu vas perdre. Alors maintenant, tu as 3 options. Là. Soit tu continues à chialer comme tu le fais là et tu n'as absolument aucun plaisir à continuer. Soit Ouais. tu abandonnes parce que de toute façon, tu n'as pas de plaisir. Ou soit tu te dis, ben, écoute, il me reste encore 2 parties à jouer, je vais essayer des choses différentes pour m'améliorer. Ouais. Mais arrête de chialer. Mais ça, c'est nos adolescents qui le vivent actuellement dans un micro-exemple qui est un jeu, mais dans la vie de tous les jours, on est confronté aux mêmes options. Là, ton gars commence l'école lundi. Là. C'est encore vrai, ça? Là? OK. C'est Ouais, bon. lui, il recommence, il est en secondaire 2, alors il est là 5 jours semaine. Ma grande, elle, qui est en secondaire 5, c'est une journée sur 2. Ah oui, OK, OK, c'est ça. Parce que Ouais. hey, moi, là, je suis grand-père. Hein, je suis déphasé de ces réalités-là, mon cher. Mais OK, Et- alors, secondaire 5, ça sera une journée sur 2. Ta fille, ouais. dis-moi, est-ce qu'elle se croise les doigts, les orteils pour avoir un bal définissant? Ils sont tellement désillusionnés. Mais en fait, puis ma Ah! fille, c'est une positive, là, puis là, Hum, actuellement, c'est plus difficile. Ils ont appris qu'ils n'auraient pas d'examen du ministère. C'est des mesures exceptionnelles. Ils n'ont pas 3 bulletins cette année, ils en ont 2. deux, OK, ouais. Est-ce que les profs se sont tous ajustés? Non. Il y a des profs qui vivent des crises existentielles énormes actuellement parce que quand tu es en fin de carrière, tu n'es pas nécessairement prêt à faire le switch avec ce qu'ils vivent actuellement. L'école en ligne, c'est un apprentissage pour tout le monde. Là. Hey, écoute, Jérémy, tu sais, ma conjointe Marianne, qui est orthopédagogue, peut voir des gens, des enfants en présentiel quand la situation le nécessite. La situation le nécessite tout le temps. Quand tu vas voir une orthopédagogue, mais elle en fait en virtuel aussi. Tu sais, c'est une orthopédagogue, fille positive, illuminée. Elle est brûlée de faire des rencontres, alors qu'elle, elle a le bagage académique, la capacité de concentration, mais c'est excessivement difficile. Alors, les profs, là, vous avez toute ma sympathie parce que, alors que rencontrer en présentiel, c'est tellement mieux. Puis là, il y a des paravents, il y a des plexiglas dans son bureau, il y a tout. Tu sais, écoute, si tu pognes la COVID avec ça, là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais tout ça pour dire que les profs, et tu parlais de gens en fin de carrière, hey, eux autres, là, ils ont 30-40 ans d'enseignement, pas en virtuel, ils ont ça en présentiel. Alors, je peux très bien comprendre à quel point. Donc là, tu as fait, en tout cas, au moins une journée sur 2, je trouve que c'est un bon compromis, là, parce que... Oui. Oui, mais oui. Puis, tu sais, elle est contente. Mais là, on est la mi-janvier. Elle doit faire ses inscriptions pour le collégial, évidemment, secondaire 5. Là, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de visite d'école, tu sais, pour s'imprégner de l'ambiance d'une école, rencontrer Ben les non! gens. Ah, c'est Euh, vrai. Puis elle est sur mon modèle, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Moi, je l'ai appris à 40 ans. Bon, à un moment donné, je vais lui souhaiter qu'elle le fasse plus jeune, mais on ne lui met surtout pas cette Non, pression-là, tu sais, de se non, dire que non. le programme qu'elle va choisir va être celui qui va la définir. Mais fait que là, il faut user. Tu sais, les profs les conseillers pédagogiques font des présentations virtuelles, des questions-réponses. C'est pas pareil. Euh, Moi, ma fille, actuellement, elle hésite entre faire une technique en physio, technique policière,
Et sinon, le programme hors communication du Cégep de Sherbrooke. Là, tu fais comment quand tu... Alors, tu sais, cette semaine, la vie a fait qu'en marchant, je suis tombé sur une jeune fille qui est actuellement à sa 3e année à une SIC du programme de technique policière. Tu sais, quand on parle à tout le monde, des fois, ben, c'est ça. Tu jases avec quelqu'un qui l'a fait. Oui, alors j'ai eu son numéro de téléphone, tu sais, et je l'ai donné à ma fille hier qui l'a appelé. Ils ont passé 1 heure au téléphone. Oh, wow! Wow! Ça, c'est... J'ai contacté Carl Pépin, qui est policier ici à la régie de police Memphrey-Magog. Carl, qui fait partie de ces policiers-là qui font la transition entre les jeunes et les plus vieux. Il va y avoir une discussion avec Carl en fin de semaine. Oh, que c'est intelligent. Hey, on sentait qu'elle pourrait faire comme grand-papa, elle-là. Là. Oui. Hey, puis vous avez des contacts dans le Magog, tu veux parler avec un policier, je pense que ça doit être assez facile, là. Oui, mais tu sais, le constat qui a été hier, on était en voiture ensemble parce qu'il apprend ses cours de conduite, puis on en parlait justement. Puis elle me dit, tu sais, Pat, j'aurais tellement aimé ça avoir cette discussion-là avec papy. Parce qu'évidemment, tu sais, son contact avec ce monde-là, ça a été son grand-père. Et là, ce qui est difficile, ben, c'est ça, c'est de poser ces questions-là à d'autres personnes. Moi, j'avais eu la chance de parler beaucoup avec Richard de ce qu'il avait vécu dans la police, puis c'était très différent de ce que les gens vivent aujourd'hui. Ben oui, évidemment. Hey, mais moi, je m'imagine, là, pour vrai, le grand-père qui apprend que sa petite fille rentre en technique policière. Là, même le plus tough des hommes braillerait comme un veau. Là. Moi, sérieusement, là, oh mon Dieu Seigneur, c'est une belle histoire, puis on en voit souvent de ça. Mère-fille qui vont faire une patrouille père-fils ou peu importe, qui font une patrouille. Hey, moi, ça me fait... J'en parle, je viens avec des frissons. Je trouve tellement que c'est une façon de dire « Ah, ben j'ai pas tout raté dans la vie. » Là, si ma petite fille a décidé de faire ça, c'est hallucinant. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Mais en définitive, ce qu'on peut lui dire, puis je sais que quand on est parent, il ne nous écoute pas tout le temps, mais c'est « Hey, vous allez changer 3 fois de carrière dans votre vie maintenant. Les 40 ans puis une montre à la fin, là, ça ne s'appliquera pas nécessairement. Il n'y a rien de définitif, surtout quand tu as 16, 17, 18 ans. Ta vie commence, tu peux essayer, tu as donné le droit d'essayer des choses. L'important, moi, je trouve que c'est de faire quelque chose. Ouais. C'est en plein ça, puis de goûter, puis d'explorer. Puis j'écoutais un podcast cette semaine j'ai oublié le nom de la dame, mais elle a fait son bac en histoire, maîtrise en histoire, elle voulait être prof d'histoire. Elle a suivi en complémentaire une formation sur la pédagogie. Alors, comment devenir un bon pédagogue? Et c'est là où elle a trouvé sa raison d'être. Et aujourd'hui, elle forme des gens à donner des formations. Il y a 10 ans, elle faisait déjà des formations virtuelles. Alors, c'est pas l'histoire qu'elle enseigne, mais c'est son cursus qui l'a emmené. Alors, on ne sait jamais où la vie nous amène. Alors, ce chemin-là linéaire, ni toi ni moi ne l'avons connu. Non, et mon Dieu, non. 95% des gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, c'est la même affaire. Il faut juste être en paix avec tout ça et être fier. C'est plein d'apprentissage. Ouais. Et parfois, moi, j'ai fait à 40 ans ce que je rêvais de faire à 20 ans. Il y a eu un gros détour. Quand je me suis retrouvé en campagne électorale à interviewer Jean Charest dans un studio, j'avais 40 ans, je me disais, OK, toi, à 20 ans, tu voulais faire ça. Il y a eu plusieurs business entre les deux. Il y a eu des enfants, il y a eu une faillite, il y a eu un divorce. Puis à un moment donné, si tu es dû pour faire quelque chose, pour vrai, on dirait que la vie, il y a un élastique qui te ramène à tes rêves. Et ça arrive, mais par un chemin que tu n'aurais jamais pensé. C'est comme ça. Puis le rôle de vie, là, à un moment donné, c'est la job qui te trouve dans plusieurs cas. Tu sais, je regarde Patricia Desorcy avec qui on échange souvent. Patricia Desorcy, c'est le meilleur exemple de fille qui a eu un service de garde, qui a été sa brosse, qui s'est gelée, qui a eu plein de chemins. Et un jour, elle est rentrée chez Communication Jean Malo. Je sais, je raconte souvent ça, mais quand elle est rentrée en cabine d'enregistrement et qu'elle s'est mise à enregistrer une réclame publicitaire, tout le monde a arrêté de parler. Moi compris, et je me suis dit, oh, là, on va avoir quelqu'un qui est destiné à faire de la radio. Et ça l'a conduit, alors que quand elle a fait le cours, elle était sur l'aide sociale. Il n'y avait pas de... Je le dis parce qu'elle l'a raconté. Là, il n'y avait pas de radio à Quaticook. Elle ne pouvait même pas penser travailler à la radio. Mais là, il s'est formé une radio coopérative. Elle est devenue le pilier de cette radio-là.
Elle a fait ça des années. C'est la Oprah de Quaticook. Mais aujourd'hui, elle est préposée aux bénéficiaires. Elle est en train de suivre son cours. Elle adore ce qu'elle fait. Donc, vous voyez à quel point la vie peut nous conduire partout, mais dans son cas, il y a un point commun toujours, c'est qu'elle rend les gens heureux quand elle rentre quelque part. Elle les écoute, les gens se confient à elle, mais tu peux le faire en radio, tu peux le faire comme préposé, tu peux le faire quand tu animes, je ne sais pas, un mariage comme DJ. Tu sais, c'est un couteau suisse, elle l'a fait de plusieurs façons. Et toi, c'est la même chose, mettre les gens en valeur, là, tu le fais avec ta maison d'édition. Tu commences à le faire. Tu racontes l'histoire des gens. Tu es un gars qui rentre dans un organisme, tu es capable de relever un événement. Alors, tu sais, il y a plein de façons d'arriver à notre rôle de vie. Il faut trouver le rôle de vie, mais comment on va le réaliser, c'est même pas de nos affaires à la limite, je te dirais. Et là, tu parlais, puis je m'imaginais juste, et j'imagine que tu t'allais poser la question, là, tu sais, le petit cul Jannick à 20 ans, s'il avait eu à donner cette entrevue-là avec Jean Charest, ça aurait donné quoi? Ça aurait été dévastateur. Je l'aurais détruit en or. Moi, je frappais sur tout ce qui bouge. Je frappais, mais c'est drôle parce que quand j'ai commenté l'actualité à la radio, mettons, à 35-40 ans, il y a une de mes amies qui me connaissait quand j'étais jeune, elle a dit « Hey, Jannick, tu étais très incisif, tout ça, mais à 11 ans, tu étais le même. En 5e année, tu avais fait une grève de la faim, tu avais fait... » Tu sais, et là, moi, des affaires, je ne me rappelais même pas. Et mon amie Sonia, ouais, c'est ça, Sonia Gilbert, qui me dit, tu sais, à 11 ans, tu étais comme ça, tu avais un caractère qui était hors du commun et tout. Donc, il y a des choses qui viennent nous rechercher, mais à 20 ans, moi, je voulais être journaliste écrit. Moi, faire de la radio, j'ai jamais pensé une seconde que je ferais de la radio. J'ai même pas réfléchi à ça. Pour moi, la radio, je l'écoutais, mais j'écoutais de la radio parler, puis mes amis au secondaire disaient « Qu'est-ce que tu écoutes là? C'est donc bien plate, ça. Tu sais, ça fait juste parler, il n'y a pas de musique. » Moi, on dirait que j'étais abonné à la presse en secondaire 4-5. Tu sais, mais j'étais à l'écrit, j'écrivais beaucoup, mais faire de la radio, c'est arrivé par toutes sortes de hasards. Puis quand j'écoutais des gens dire, mettons, des gens de radio comme Marie-France Bazot dire « Moi, là, j'ai fait un bac en sociaux, faire de la radio, j'ai jamais pensé que je ferais ça. » Là, je disais « C'est bien choquant, ça. Ils ont des rôles de premier plan, puis ils sont arrivés là par hasard. » Mais c'est comme ça que ça arrive la plupart du temps. C'est rare que quelqu'un dise « Je veux faire ça. » Il y en a, mais la plupart du temps, tu sais, je pense à un gars comme Robert Bourassa qui, à 8 ans, disait « Je vais être premier ministre du Québec. » Mais c'est rare des gens qui pensent à quelque chose, puis ils le font, puis ils consacrent leur vie à ça. Souvent, c'est des détours. La job te trouve par plein de hasards. Tu te ramasses quelque part en disant « Ah, wow, je me sens chez nous, c'est ça que je veux faire. » Tu sais. Mais faites-vous-en pas là, si vous ne le trouvez pas immédiatement. Le truc pour le trouver, c'est de faire plein de choses. Essayez des affaires. Tu sais, tu l'as mentionné. Toi-même, tu l'as fait. Tu t'es lancé dans des aventures. Tu as postulé pour des jobs pour lesquels tu n'avais pas du tout la compétence, le bagage. Tu l'as fait. D'ailleurs, je veux te dire que mon ami Martine HB, à qui j'ai prêté ton livre, m'a réécrit cette semaine en disant « Je l'ai fini, je capote, c'est bon. » Alors, je te transmets le compliment. Martine, qui me suit habituellement, aujourd'hui, elle travaille, mais elle m'a dit ça hier. Donc, merci beaucoup. J'ai dit « Ouais, j'ai pas pensé de te le dire. » Alors, tout ça pour dire que essayez des choses. Entourez-vous de gens qui vous allument, puis vous allez allumer vous aussi. Là. Vous allez tirer vers le haut, ça va être intéressant. Je sais que toi, tu faisais, probablement que tu ne le fais pas maintenant, mais tu faisais partie d'un groupe où vous vous rencontriez. Vous faisiez des rencontres sporadiquement, là, mais... Tous les vendredis matins, on se voyait. OK. De 6h30 à 7h30, 8h, 6h30 à 8h le matin, juste avant le travail, et on avait un livre qu'on lisait tous ensemble, un chapitre à la fois. Incroyable parce que le livre, on le consomme puis on le vit différemment. Il y a un chapitre qui va te parler à toi qui ne me parlera pas du tout à moi, puis c'est ça qui est merveilleux avec la lecture, c'est qu'on va chercher ce qu'on va. Et là, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Il faut que ça m'ait marqué en tabarouette que j'ai oublié. C'était les 7 habitudes des gens qui réussissent ou j'ai oublié le titre exact. Mais, les 7 habitudes des gens. C'est ça c'est-tu de Stephen Covey? Oui, c'est ça.
Ah ouais, mais ça c'est le livre fétiche d'Isabelle Duchamp. Hein. Moi, j'en tenais en stock chez Malo parce qu'elle elle référait à ses clients en audio, en livre, en papier. Donc là, ses clients venaient chez nous acheter ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Puis ça, c'est le genre de livre qui traverse les époques. Parce que c'est un peu comme Réfléchissez, devenez riche là, de Napoleon Hill. Tu sais, ça traverse les époques. C'est pas parce que c'est pas la saveur du mois que c'est pas bon. Là. Au contraire, c'est des livres qui ont influencé plein d'autres ouvrages aussi. Alors, les 7 habitudes des gens... Puis on revenait, et on revenait sur le chapitre, mais à partir de comment ça avait résonné dans notre histoire, puis à tour de rôle, on n'avait pas le choix de se commettre. Fait qu'il ne fallait pas juste avoir lu le livre, il fallait l'avoir réfléchi. Mais en pratique, un peu. Une des images qui m'a le plus, qui moi me fait comprendre tellement d'affaires et qui m'a fait du bien, c'est qu'à un moment donné, il y avait l'image de l'échelle qu'on pose sur un mur et qu'on gravit des échelons. Toute ma vie, j'en ai gravi des échelons. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'échelle n'était juste pas posée sur le bon mur. Oh boy! Ça frappe comme image. Oui, c'est clair, parce que là, tu te dis, moi, tout ce temps-là, j'ai connu mon ambition, j'ai nourri mon ego, je montais, puis maintenant, tu regardes les autres, tu te dis, tu fais fuck, je suis juste pas sur le bon mur, où c'est que je m'en vais avec ça, moi? Et ça, là, ça m'a fait du bien de pouvoir mettre une image, un concept sur ce que j'avais vécu. Puis après ça, ce qui est trippant, honnêtement, c'est que l'échelle, là, tu redescends fort des acquis que tu as fait à chacun des échelons. Tu apprends gentiment et tu vas la déposer sur le bon mur. Et tu recommences. Et honnêtement, tu ne le fais plus une marche à la fois rendu là. Tu le fais 2-3 fois à la marche. Hey, ça tu as tellement raison. Tu sais, il me vient un exemple. Mon amie Lynn Tremblay, qui est athlète paralympique, qui a changé de sport peut-être 4 ou 5 fois par la force des choses. Et elle donne des conférences, puis à la fin, il y a une question qui revient tout le temps, peu importe la ville où elle est, c'est comment vous faites pour redevenir bonne parmi les meilleurs? Vous étiez en cyclisme, après ça, vous êtes allé en tir à l'arc, après, vous avez fait du parascalpin, vous êtes toujours dans le peloton de tête. Comment? Bien, elle dit, c'est pas compliqué, c'est que l'entraînement, la base, les 10-15 000 heures d'entraînement que tu as faites, ça, tu l'as. Alors, l'habitude est là, donc tu l'appliques à tous les sports que tu fais. Et ce qui fait que tu ne pars pas à zéro, là. Tu pars avec tout le bagage. Donc, c'est vrai. Et parfois, vous allez suivre une formation, vous sortez de là en disant, surtout au secondaire, c'est « Hey, histoire de la Russie. » Moi, j'ai fait un an en théologie à l'université. Peux-tu dire, il a fallu que je me demande souvent à quoi ça allait me servir. Mais ça, là, c'est dans votre pack-sac, c'est dans votre bagage et ça finit par vous servir. Vous vous doutez pas à quel point ça va vous servir pour telle ou telle expérience. Toi, tu l'as mentionné, c'est que si tu le réalises là, tout ce que tu as fait, les mandats que tu as exécutés, peu importe la ville, peu importe dans quel organisme, hey, aujourd'hui, là, on a des réflexes. Tu sais ce qui marche, tu sais ce qui ne marche pas parce que tu t'es cassé la gueule tellement souvent que je dis souvent ça aux gens. Je dis, hey, moi, là, j'ai eu une vie de merde à une époque, là. J'ai essayé 2 choses, puis avec ça, ça allait mal, puis avec ça, ça va bien. Sauvez donc du temps, puis, essayez telle affaire. Alors, c'est le fun, ça, quand on se rend compte, vieillir, il faut que ça serve à quelque chose aussi. Quand on se rend compte que, mon Dieu, qu'on sauve du temps. On sauve des pas parce qu'on s'est cassé la gueule souvent, tu sais. Il faut se brûler à un moment donné sur le rond-de-poêle pour se rendre compte que fais attention, là, tu sais. Exactement. Et là, il y a des gens actuellement, on l'a dit, qui ont le temps de penser, qui ont le temps de réfléchir, puis peut-être que l'échelle n'est pas sur le bon mur, tu sais, et le temps est tellement beau pour faire cet exercice-là. J'ai travaillé dans un carrefour jeunesse-emploi au début de ma carrière et on travaillait beaucoup avec des jeunes qui n'avaient pas terminé leurs études et qui nous disaient tout le temps, « Ouais, mais moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour aller là. » Et là, on les faisait travailler sur ce qu'on appelait des compétences transversales. Alors, des trucs que tu as acquis, mais qui sont génériques. C'est aussi niaiseux que de l'assiduité, que c'est des trucs que tu peux développer dans une shop de tapis parce que tu es toujours là, tu es toujours performant, tu es toujours axé sur où tu as amélioré des processus, mais tout ça, ça se prend dans un contexte où on est capable de l'extirper et de se dire, bon, mais ça, là, que j'ai vécu là, comment je peux le mettre là, puis à quoi ça me sert? Il faut être capable de se mettre en valeur, puis pas juste de le voir dans le contexte premier. Là. Tu as parfaitement raison. C'est fou, cet exercice-là, quand on le fait. Oui, parce qu'on se rend compte que il n'y a rien de perdu, en fait. Il n'y a rien de perdu. Jamais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, hey, mon année en théologie, là, ça m'a permis de rencontrer celle qui est devenue la mère de 2 de mes gars. On a été ensemble 12 ans.
Alors, à la limite, j'aurais rien appris d'un cours. Au moins, j'ai 2 gars extraordinaires. Que j'ai eu avec elle. Puis bon, mais à un moment donné, tu es destiné à rencontrer quelqu'un. C'est là que ça s'est fait, puis, etc. Donc, il n'y a rien qui sert à rien. Dans ce que vous faites, là, à un moment donné, ça finit par vous servir. Hey, le temps file. Je veux repartager pour les gens, je vous le dis, si vous connaissez, on ne sait jamais, hein, si vous connaissez cette personne-là, là, on a de l'air d'avis de recherche, là. Marie-Équelle, notre passe-partout, première génération, Jérémy la cherche, il veut faire un projet avec elle, il a besoin de sa voix et elle serait vraiment bonne. Puis à chaque fois que je vois Marie-Équelle, je repense aux Cowboys fringants qui, à un moment donné, ont fait un spectacle et c'était que des chansons de passe-partout. Ils se sont fait un trip un soir en disant on fait que des chansons de passe-partout. Et à un moment donné, à la fin du show, Marie-Équelle entre sur scène. C'est des gens de notre génération. Ovation comme si c'était Mick Jagger qui venait d'arriver sur scène et elle chante 2-3 tunes avec eux autres. Et c'est le délire, mon vieux. C'est vraiment du délire pur. C'est très drôle, ça. Ça nous a marqué. C'est vraiment comme ça. Puis, ouais. Elle a mis du beau et du bon, c'est ça, dans l'enfance de tellement de personnes que j'ai ce goût-là, honnêtement, de le faire. D'une part, c'est égoïste parce que c'est ma génération qu'elle a eu un impact énorme dans ma vie, mais j'ai le goût que sa voix résonne encore auprès d'une toute nouvelle génération. C'est correct que la nouvelle mouture passe partout, tu sais. Oh oui! Mais elle a donné une âme à une génération à un certain moment et j'ai le goût de la faire perdurer. Vraiment, tu as bien résumé la chose. Et elle n'aurait fait que ça dans la vie. C'est une vie pleine de sens. Parce que, écoute, toute une génération qui a écouté 60 fois chaque épisode, là, j'en reverrai une, j'ai essayé par cœur, puis c'est hallucinant à quel point... C'est un peu notre Sesame Street à nous, là, passe-partout. Ouais. C'est un peu ça. Alors, je te souhaite de la retrouver. Puis, on se reparle. Je te souhaite un bon week-end. En Estrie, on n'aura pas tant de neige. Ailleurs, il y en a. Je pense que j'aurais aimé mieux ça que du verglas ou autre, mais ça sera pour une autre fois. Alors, hey, à vous autres, merci de nous avoir suivis. Je salue tous les gens qui se sont greffés au fil de la dernière heure. Ça a été très agréable. Je vous reviens probablement la semaine prochaine. Il y a plein de choses dont je voulais vous parler. J'ai oublié. Je suis en train de suivre un cours sur la construction de bâtiments écologiques parce que Communication Jean Malo, on déménage à la fin février. On ne sait pas où encore. Moi, j'aime ça 2 semaines à l'avance, savoir un peu ça va être quoi. Ouais, ça n'a pas de bon sens, je le sais. Mais je suis en train de suivre un cours sur une construction écologique. Je capote. Vraiment, ça va être une belle bâtisse où il va y avoir de l'énergie. Ça ne sera pas dans la prochaine année. On va peut-être avoir un local temporaire, mais vraiment la pierre d'assise de Communication Jean Malo où on va être les 20 prochaines années, peut-être à partir de 2021-2022. Je veux que ce soit un endroit que les gens veulent fréquenter parce qu'ils se sentent bien. Et construction écologique, matériaux écologiques, récupération de l'eau, etc., chauffage passif, avoir beaucoup de luminosité aux bons endroits. Hey, je suis ce cours-là, là. Tu sais, les bons formateurs, on réalise à quel point c'est magique. Des gens qui connaissent ça, des experts dans leur domaine, qui transmettent leur passion. C'est une autre affaire de travailler sur l'après, parce que cette bâtisse-là, elle va survivre à toutes les épreuves. Puis, avec ma conjointe qui va avoir ces locaux-là, nos appartements, alors, mettons, un 5,5 plus nos places d'affaires. C'est ça le but. Il faut travailler sur des projets. Puis on voit moins de négatifs dans ce temps-là parce qu'on travaille sur des choses qui sont très, très stimulantes et énergisantes. Et il faut les nommer comme tu le fais là. Oui, c'est ça. Ben toi, tu es bon là-dedans. Ah, tu es une influence là-dessus. Je le nomme parce que ça peut déboucher sur un promoteur immobilier qui dit « Hey, moi, je veux ça. Hey, bon, alors oui, on le fait. Je le fais. Puis je sais que ça va se réaliser. Il y a des fois, il y a des choses, tu as des idées, tu sens, mais jamais autant que présentement. Ça, je sens que ça va se faire. Le comment, c'est pas de mes affaires. Tu sais, comment ça va arriver? Oui, je pose des gestes. Suivre cette formation-là, c'est un geste. Mais dès que j'ai commencé, puis je ne suis pas un gars manuel, j'ai eu un centre de rénovation, j'ai des notions, mais je ne la construirai pas moi-même. Mais juste de savoir que telle chose existe, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Il nous montre le logiciel SketchUp ou comment
dessiner le brouillon au moins de ta bâtisse pour le sentir, dire « Hey, c'est ça que je veux ». Et après, un technicien en architecture va mettre ça aux normes. Tu sais, c'est correct. Ça, chacun son métier. Et je veux être capable de leur montrer, c'est ça qu'on veut. Tu sais. Je veux descendre l'escalier pour aller travailler. Je veux qu'on ait une voiture, une voiture électrique. Je veux qu'on mette notre argent à bonne place. C'est vraiment ça la suite. Et là, je vais me permettre de te défier à l'écran. Ouais, OK, quand? Non, mais j'ai eu la chance, tu sais, de passer c'est ça, dans l'espèce d'intermède avec la pandémie, on a eu la chance de se voir. Ouais. Et sur la table de ta salle de formation, il y avait là une espèce de vision board sur ce projet-là particulier. Oui, c'est vrai, tu as raison. Si tu as à reprendre la caméra pour en parler, ce serait donc le fun qu'on puisse le voir à l'écran. Oui, OK. Ben oui, là, je n'étais pas prêt pour ça, mais oui, je vais montrer les images. Effectivement, ouais. On se refait un Malo, on se refait un Bienvenue chez Malo, puis je vais le présenter. Effectivement, c'est des images que je suis allé chercher sur Internet pour juste avoir l'idée de ce que je veux. OK, je veux que ça ressemble à ça. À la fin, est-ce que ça va avoir l'air exactement de cette bâtisse-là? Ben non, mais c'est le principe, tu sais. Alors, je vais vous le montrer. Puis ça, j'ai pris ça, cette idée-là, d'un gars avec qui j'ai travaillé, mon cousin, Sébastien Richer, qui était en environnement. Puis à un moment donné, il voulait fabriquer un centre de tri pour matériaux de construction. Il disait, on enfoue les déchets de construction, ça n'a pas de bon sens. Et ça, il a fait ça fin des années 90. Il dit, mon projet ne levait pas, ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, ça n'existait pas au Québec, mais ça existait aux États-Unis. Il s'est mis à télécharger des images de centres de tri américains. Il les a imprimées, il a tapissé son bureau. Et là, ça s'est mis à... C'est là que ça a fonctionné. C'est là que ça a fonctionné. Tout s'est mis à débloquer parce que tu as de la grosse argent. Tu avais besoin d'aide. Et lui, il est allé encore plus loin que ça. Il l'a construit en n'ayant pas les confirmations des banques qui embarquaient. Oh my God! Ouais. Mais à un moment donné, les banques ont dit « OK, on embarque, c'est intéressant, tu auras juste à nous envoyer les factures. » Ils avaient les factures, c'était bâti, mais ça a fonctionné. Là, ça, c'est l'extrême, tu sais, mais il faut y croire. Mais quand il a tapissé ses murs de bureau, des photos de centre de tri, c'est là que la vraie idée lui est venue, comment il allait le faire. Il l'a dessiné, mais il fallait qu'il s'entoure de ces images-là. Puis ça, c'est un bon truc. Mais on va y revenir, tu as raison, je vais le faire. Et je te propose, si tu es à l'aise honnêtement, on fera un Malo hors saison, hors formule, et je t'interviewerai pour que tu puisses parler et non pas avoir à te casser la tête avec où on s'en va. C'est bon. OK. Hey, c'est une invitation. Tu as parfaitement raison. Alors, ça sera toi qui auras le micro de l'intervieweur. Moi, ça me va totalement. Je trouve ça parfait. Alors, bon week-end encore une fois. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye. Bye-bye.